Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur les synergies entre start-up et grands groupes où on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'il y a une véritable opportunité à la fois pour les start-up et pour les grands groupes de collaborer ensemble dans le cadre de synergies. Et on a l'amitié, il y a trois binômes de start-up et grands groupes qui nous ont fait l'amitié de venir témoigner aujourd'hui de la qualité de cette relation et de l'intérêt mutuel qu'elle représente. Donc on va peut-être commencer par un petit tour de table pour que chacun se présente et que vous sachiez qui est qui. Peut-être, voilà, Pascal et Clément. Bonjour, je suis Pascal Bourset, directeur commercial de Siemens Digital Industries Software. Moi, c'est Clément Houlier, je suis cofondateur et CEO de Home, startup dans la réutilisation. Ouais. Non, je t'en prie. Ok. Donc, je laisse peut-être la main. Non, juste présente-nous en même temps ce que fait Aoum. Donc, on a développé une technologie de nettoyage qui permet de nettoyer instantanément des verres pour lutter contre l'usage unique en entreprise. Donc, ça, c'est le premier volet de de nos solutions, et l'objectif c'est de se développer sur plein d'autres types de contenants parce qu'on le sait, la réutilisation passera par un nettoyage simple, ludique et rapide. Voilà. Excellent. Et peut-être on va revenir rapidement sur Pascal pour que tu nous expliques, même si Siemens en... Oui, alors effectivement, on ne pose pas la question de l'électroménager, nous n'en faisons pas, c'est sous licence Bosch. Okay. En revanche, Siemens, donc c'est 300 000 personnes dans le monde, 4 activités principales, le bâtiment, les infrastructures de mobilité, l'industrie évidemment et la santé. Et au cœur de ce que nous faisons depuis le début, c'est l'innovation. C'est au cœur de notre ADN. Donc depuis notre fondateur Werner von Siemens, il y a 175 ans, qui est un entrepreneur, serial entrepreneur, on dirait start-upper aujourd'hui, qui a donc inventé multiples solutions, de la dynamo électrique, tramway électrifié, l'ascenseur électrifié, etc. Et ce qui fait qu'on investit aujourd'hui 5,6 milliards d'euros dans la R&D, ce qui positionne Siemens comme un acteur phare de l'innovation. En France, 6 000 personnes, 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Et notre mission, c'est d'être un acteur engagé sur la réindustrialisation française, aider les infrastructures à être plus décarbonées, résilientes et performantes grâce au digital en particulier. Et donc, on a un œil tout particulier sur les startups deep tech ou startups industrielles tout particulièrement pour deux raisons. Premièrement, on considère que ce sont les acteurs qui sont en train de construire, de par leur ingéniosité, leur disruptivité, les filières industrielles de demain. Sur le nucléaire, on peut le voir avec les petits et moyens réacteurs. Sur la sustainability ou l'éco-responsabilité avec des acteurs comme Home. Alors, garde-nous-en un petit peu pour tout à l'heure, parce que justement, on va revenir sur la raison pour laquelle vous avez collaboré avec Aoum. Absolument. Peut-être Virginie nous présenter. Merci beaucoup. Virginie Rigaudot, donc moi je travaille chez Schneider Electric et donc j'ai un rôle d'accompagnement à la transformation et je travaille sur un site de production qui est investi dans l'expertise de l'assemblage de contacteurs de la gamme Thesis. Et donc entité du groupe Schneider Electric. Schneider, c'est 130 000 personnes, environ 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, environ 5,4% du chiffre qui est dédié à la R&D. Et donc, on réalise des partenariats avec les startups comme Diagrams Technologies. Et on a un rôle un petit peu particulier au Vaudreuil parce qu'on est un site vitrine. Un site avec qui on échange entre industriels, avec différents clients qui viennent chez nous pour comprendre comment on a initialisé la transformation digitale et puis comment on a fait pour embarquer les collaborateurs et comment cette transformation digitale, elle a pu être très marquante, très impactante au niveau de notre développement durable. Super. Donc dans ce cadre-là, on a travaillé donc avec Diagrams Technologies et je vais donc passer le micro à Margot. Et voilà, c'est l'occasion donc de présenter Margot et Diagrams Technologies. Bonjour à tous, Margot Coréard. Donc moi je suis la cofondatrice et la directrice générale de Diagrams Technologies. C'est une start-up qui est spécialisée en analyse de données que peu de gens regardent aujourd'hui dans les usines, issues des automates de production, de tous les logiciels de supervision qui sont déployés dans les usines. Et notre métier à nous, c'est de venir les analyser, valoriser ces données pour détecter le plus tôt possible des problèmes liés soit à la maintenance, soit à des problèmes de surconsommation d'énergie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé du coup avec cette belle collaboration avec Schneider Electric. Excellent, merci beaucoup. Louis ?
Bonjour à tous, je suis Luis Villa, je suis un enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse, mais aussi cofondateur de les startups en tech. Nous, notre objectif, c'est d'aider à la transition. Donc, pour aider à la transition, on veut donner accès à une technologie clé, c'est l'électronique de conversion d'énergie. C'est une technologie qui est chère, qui est complexe. Aujourd'hui, on veut diviser par 3 les temps de développement et par 3 les coûts de ces technologies-là. Donc, on fait tout en open source. On a une start-up de réindustrialisation en open source hardware, open source software et open source data. Et du coup, on collabore avec Mobion sur les cas applicatifs de nos convertisseurs, donc dans nos produits génériques. À partir de nos produits, on peut travailler sur la deuxième vie des batteries, notamment, et aussi sur les suivis de la vie de ces batteries-là, parce qu'on peut faire acquisition de données, on peut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la batterie. Ce qui nous amène sur les batteries. Bonjour, je suis Christian Bruer de Mobion. Mobion est un constructeur de scooters électriques à pérennité programmée. Et le cas Mobion fait qu'on veut faire durer les produits, les rendre réparables, démontables pour pouvoir appliquer un modèle de fonctionnalité qui va permettre de faire de l'industrie circulaire. Et dans ce cadre-là, on a été amené à travailler avec le CNRS et le CEA, puisqu'on a remporté un consortium dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt du gouvernement. Et on s'est rencontré avec Louis avant ça, ce qui a permis de pouvoir nous amener vers cette solution. Et Louis développait cette start-up qui était issue d'une initiative du CNRS. Et donc c'est une forme de collaboration start-up grand groupe, si on peut dire, parce qu'on peut dire du CNRS que c'est un grand groupe. Et là, en l'occurrence, on l'a transformé d'une manière qui me paraît intéressante, parce que parfois c'est compliqué de faire coopérer une start-up et un grand groupe. Mais là, le grand groupe capable de devenir start-up pour coopérer, c'est intéressant. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. C'est un point très très intéressant de l'arc là qu'on va essayer de balayer. Si je reviens sur toi, Pascal, tu as commencé à nous lever une partie du voile tout à l'heure, des raisons qui motivent Siemens à collaborer avec des entreprises comme Oui, alors notre vision, c'est que les startups donc industrielles créent les filières, les futures filières industrielles de l'avenir. Près de 3000 créations d'emplois et près de 50% des nouveaux sites industriels sont quand même portés par ces startups industrielles. Donc on y est particulièrement sensible et attentif. Effectivement, dans le cadre de différentes actions que l'on met en place pour nous mettre en relation proactivement et de manière systématique avec ces startups, on a été amené à être en contact. Alors c'est l'histoire d'un fit et d'une rencontre entre les équipes. Les équipes ont très vite vu le potentiel de collaboration à différents niveaux. Et si je mentionne peut-être les démarches que nous on mène de manière peut-être un peu plus systématique et qu'on a mis en œuvre ensemble, déjà je représente la branche logicielle, donc on a un programme start-up industriel qui est structuré, cadré, qui propose donc un ensemble d'offres logicielles et d'e-learning, etc., qui sont adaptés aux besoins des startups sur le design et l'industrialisation. Un business model aussi adapté, qui permet de s'adapter au plan de financement, aux échéances de levée de fonds. Et l'autre élément important, c'est qu'on a mis en place sur la France plusieurs Digital Experience Centers, qui sont des lieux où nous montrons l'étendue du champ des possibles sur un certain nombre de thématiques associées à notre portfolio et sur lesquelles on crée des écosystèmes d'innovation et des relations avec des startups. Alors si je prends l'exemple de Châtillon, puisque c'est là où nous nous sommes rencontrés, et bien là, c'est autour du digital, une vue 360 du potentiel et des possibilités, et où Home est un contributeur vraiment très actif. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés d'ailleurs. Ouais, c'est assez génial parce que du coup, ce qu'on comprend, et peut-être Virginie, tu vas nous appuyer sur ce point-là tout à l'heure, qu'il y a une vraie approche systémique de la part de Siemens pour pouvoir s'ouvrir vers l'écosystème startup. Et comment, de ton côté, Clément, comment tu es rentré dans cette relation et comment est-ce que tu l'as organisé ? Alors, comme l'a dit Pascal, déjà, il y a un sujet de proximité. On est voisins puisque le Digital Experience Center est au 5e étage à Châtillon et nous, on est au rez-de-chaussée.
on a privatisé tout le rez-de-chaussée puisqu'on a notre usine d'assemblage là-bas. Et c'est lors de l'inauguration avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui est venu. On a fait une journée porte ouverte et on a rencontré Siemens et on s'est dit, il y a peut-être des choses à faire ensemble, donc travaillons et regardons comment on peut avancer. Et c'est vrai que dans toute cette approche-là, on a été assez vite séduit par les solutions de Siemens. Côté R&D, on a 10 personnes en R&D qui travaillent sur, comme j'ai dit, d'autres cas d'application, sur la cosmétique par exemple. Donc on a encore beaucoup d'investissements là-dessus, sur la partie simulation aussi. Donc bref, il y a beaucoup de solutions sur lesquelles Siemens pouvait nous apporter des choses. Et puis en plus, au-delà des solutions, il y a aussi des experts qui nous accompagnent. Et en effet, Pascal l'a dit, alors je suis pas là pour vendre leurs solutions, mais les solutions sont très bonnes et c'est aussi la raison pour laquelle on peut travailler ensemble, parce qu'on est aussi assez exigeant dans la manière dont on travaille. Et au-delà de ça, on a en effet des offres qui sont assez adaptées à ce qu'on peut faire par rapport au momentum de la boîte dans lequel on est aujourd'hui. Ouais, excellent. Et ce qui veut dire qu'il y a une relation de partenaire, mais il y a aussi une relation commerciale. Tout à fait. Alors c'est ce qui nous plaisait aussi dans l'approche qu'on a eue ensemble, c'est que les synergies sont croisées. Siemens nous accompagne en effet sur toute la partie soft côté engineering et manufacturing. Et nous, on les accompagne aussi sur la partie zéro déchet, sustainability, avec des solutions qu'on déploie maintenant en France et en Europe. Donc on apporte aussi aux grands groupes des solutions et inversement. Excellent. Et du coup, Virginie, est-ce que tu peux, au-delà de nous donner un second exemple d'approche systématique comme ça de la relation avec les startups, nous parler aussi un petit peu de la relation finalement fournisseur-client qui peut s'installer? Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai qu'on pourrait dire aussi pour Schneider Electric que de multiples initiatives nationales sont mises en place, mais il y a aussi tout ce qui est fait au niveau territorial, au niveau local. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est dans ce cadre-là, justement, qu'on s'est rencontré avec Diagrams Technologies, parce qu'on opère des challenges. On va dire que ce sont des challenges qu'on met en place au titre des implantations Schneider Electric qui sont réparties un peu partout en France et qui permet aux équipes de se connecter. Et du coup, on apprend à se connaître. Et les startups, elles apprennent à se rendre un peu plus visibles aussi dans ce type d'exercice. Et c'est comme ça que naissent les connexions. Et là, en l'occurrence, c'est un challenge qui a eu lieu sur les Hauts-de-France. Donc, nos équipes commerciales étaient connectées avec Diagrams Technologies. Ces échanges ont permis à Diagrams aussi d'intégrer notre plateforme Exchange qui permet de rendre visibles en fait, les startups au sein de Schneider Electric, qui permet du coup aussi de Schneider Electric de travailler avec elles, mais aussi d'en donner la visibilité aux clients. Donc ça, c'est extrêmement important, toute cette notion d'écosystème local, territorial, qui fonctionne très bien. Et ça vient compléter en fait toutes les actions nationales qui sont mises en place évidemment par le groupe. Et alors, comment on a continué? Eh bien, les équipes en fait sont très proches au niveau commercial des sites de production. Et on a réfléchi sur un use case, évidemment, nous on est vitrine pour l'empreinte environnementale, on a été reconnu par le World Economic Forum il y a peu, et on continue, puisque c'est une longue feuille de route avec de l'amélioration continue en permanente, et en ça, Diagrams Technologies nous aide énormément. On a travaillé sur la réduction de la consommation d'énergie liée à l'air comprimé. Vous savez que dans l'industrie manufacturière, on utilise beaucoup d'air comprimé pour pousser les composants en fait, dans les différentes stations de machines. Et en fait, on s'évertue à trouver des solutions pour ajuster cette consommation, pour qu'on ait le strict nécessaire et pouvoir faire marcher correctement nos machines. Et là où je vais laisser ensuite le micro à Margot et qui saura aussi très bien l'expliquer, c'est que la force de Diagrams Technologies, qui est complètement dans l'état d'esprit de Schneider Electric, c'est de travailler avec toutes les parties prenantes. C'est de pouvoir embarquer les collaborateurs. Et quand on a embarqué la production, quand on les a fait interagir avec les data scientists, eh ben on a tout gagné. Parce que c'est ça après qui va les diffuser, les bienfaits, l'innovation aussi sur l'usine, et puis le transmettre aussi à nos clients. Parce que c'est ce qu'on raconte aussi à nos clients. Cette capacité à nous lier à l'innovation, à nous lier à la créativité des startups dont les grands groupes ont besoin.
Ouais, excellent. Donc là, ce que tu nous mets en avant, c'est vraiment le fait que vous, en tant que grand groupe, vous profitez vraiment de tout le potentiel d'innovation de la start-up finalement. Oui, et on en a besoin. Ouais. On a besoin des startups. On a besoin des startups pour nous ouvrir à de nouvelles choses et à nous ouvrir aussi à des méthodologies. Et c'est ce qu'a fait Diagrams. Et je voudrais peut-être, Margot, si tu nous donnes ton point de vue sur le côté Diagrams de ça, rajouter peut-être quelques mots, parce que Clément a pointé le fait tout à l'heure que la géographie avait été un élément important de la rencontre. Je crois que dans le cas de figure de Diagrams, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, bien sûr. Alors nous, pour vous resituer un petit peu, on a créé l'entreprise en 2019. Le Covid est passé par là juste après. Et dans ce contexte-là, Schneider Electric a lancé ce challenge territorial qui nous a permis de passer justement ce concours en visioconférence, comme c'était de coutume à l'époque. Et nous, dans ce stade de première année d'existence de l'entreprise, c'est un vrai besoin qu'on a de pouvoir être identifié parmi ces grands comptes qui sont en fait nos cibles au niveau commercial. Alors comment on fait? Et bien justement, il faut pouvoir mettre en place un système un peu de veille, de s'entourer des bons partenaires qui nous disent tiens, il y a ce concours-là qui est initié par tel grand compte, vas-y, libre à toi de réussir ce challenge, de te faire identifier et de montrer la plus-value de ton savoir-faire, de ta valeur ajoutée par rapport à ton entreprise. Donc, on ne s'est pas rencontrés à la machine à café. On était tous un peu enfermés les uns chez les autres pendant cette période de confinement. Mais pour autant, l'initiative du grand groupe et le fait que nous, on ait mis en place ce système de veille pour se dire, tiens, ça c'est intéressant, il faut qu'on y aille, ça nous a permis de pouvoir rencontrer les équipes régionales de Schneider. Et c'est ça qui ensuite nous a aidés à tirer le fil pour trouver le bon interlocuteur. Excellent. Parce que c'est quand même un monde à part. Tout le monde citait le nombre de collaborateurs. Nous, chez Diagrams, au bout de 5 ans, on est 18 personnes. Au début, je pense qu'on était 3 personnes. Donc, il faut pouvoir trouver le temps aussi pour savoir qui est la bonne personne. Et donc là, ce qu'on comprend à demi-mot, c'est approche systématique de la part du grand groupe, esprit opportuniste et smart de la part de la start-up. Et in fine, mise en place d'une relation qui bénéficie aux deux. C'est ça, c'est qu'en fait, à notre échelle, il faut trouver l'écosystème qui est le nôtre. Et donc, ça veut dire être ouvert, faire des rencontres. Et quand on va toquer chez un grand compte, des fois, on a de la chance, des fois, c'est pas du tout le moment. Et quand il y a des challenges qui sont organisés comme ça, c'est une porte ouverte pour pouvoir enclencher les discussions. Ouais. Et donc, ça a mis du temps après pour pouvoir identifier le bon cas d'usage qui apporte un ROI important pour notre client. Et ce que mentionnait Virginie, c'est vraiment ça. C'est nous, dans notre approche. Donc, notre métier, c'est d'analyser les données de process industriels. Donc, dans mon équipe, on a beaucoup de data scientists qui sont là pour venir définir des algorithmes de surveillance des machines. Et notre méthodologie, c'est vraiment d'échanger évidemment avec la partie IT, parce qu'on a des enjeux de cybersécurité qui sont absolument fondamentaux. Mais par contre, l'utilisateur final, c'est l'opérateur sur le terrain. Et donc, dès le début du projet, l'enjeu a été d'associer, de pouvoir échanger régulièrement avec lui. Et pour la petite histoire, donc on est basé à Lille, ils sont en Normandie, donc on est allé quelques fois sur site. Mais sinon, la visioconférence et le fait d'avoir, nous aussi, une méthodologie, on va dire, systématique de comment on met en place ce relationnel, comment on présente nos résultats, c'est quelque chose qui est très important pour assurer le succès et le déploiement de notre solution. Ouais, excellent, merci beaucoup. Louis et Christian, là on est dans un autre cas d'école encore, celui dans lequel où finalement, si Louis tu me permets de parler j'ai peur de home tech, comme d'un spin-off du CNRS, il y a une volonté donc du grand groupe qui est le CNRS de pousser ces idées vers des niveaux de TRL plus matures, en se basant d'abord sur l'expérience startup et ensuite carrément sur l'écosystème startup. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, effectivement, dans notre cas, je crois qu'en écoutant les collègues, je crois qu'il y a cette notion d'alignement de valeurs et alignement d'objectifs. Les CNRS, évidemment, ce qui l'intéresse, c'est la science. Et pour faire la science, il nous faut des données.
Et les données, elles émergent du terrain. Des problématiques auxquelles on est confronté, on est face au problème. C'est l'industriel qui va apporter ça. Donc il a cet aspect au CNRS, il aime bien inspirer, récupérer la donnée, récupérer les problèmes, l'étudier, sortir un modèle. Sauf que ça, c'est TRL 1, 2, 3. Et l'industriel, normalement, il est à TRL 7, 6, 8. Et il y a une espèce de no man's land au milieu où on veut valoriser, donc on passe par machin, donc c'est plus compliqué. Les transferts, il peut être compliqué. Et dans ces cas-là, effectivement, en tech, comme nous, on propose de l'open science, on propose de faire de la science ouverte avec de l'ingénierie ouverte. Donc on vient ouvrir les moyens des prototypages et on vient faire gagner du temps à l'industriel. Ça apporte plusieurs outils. Ça vient apporter des outils qui peuvent être en face intéressants pour des applicatifs, pour explorer de nouveaux produits. Et alors toi, Christian, comment est-ce que tu t'es inséré dans cet écosystème et comment est-ce que tu en profites et qu'est-ce que tu lui apportes? Alors en fait, l'idée est née de la pérennité programmée. Chez Mobion, on a décidé de ne plus faire des véhicules ou des biens d'équipement destinés à la décharge, mais de faire une conception démontable qui permet de réemployer le maximum de composants et même de sous-ensembles dans certains cas. Et donc, par un ami commun, un autre scientifique, on s'est rencontrés et on a commencé à coopérer de manière totalement désintéressée, puisque c'était une coopération libre, hein, sans rien qui la définissait. Sans cadre légal, quoi. Sans cadre légal, exactement. Et puis, puisqu'il m'a demandé l'autorisation d'utiliser l'expression pérennité programmée au début. Donc, j'ai dit c'est open source. Il a rigolé parce que je ne savais pas qu'il était dans l'open source. Mais on retrouve quand même l'alignement de valeur. L'alignement de valeur était là. Et chez Mobion, on avait déjà senti qu'il y avait beaucoup de batteries de seconde vie possibles pour les vélos, les trottinettes, les scooters, qui n'avaient pas, comme les nôtres, été pensés pour la seconde vie. On est ensemble, tous les deux, on expose pendant Global Industries juste derrière, là, et on fait marcher un stand avec des batteries de seconde vie et des panneaux solaires qui sont installés dans la verrière. Là. On est le seul stand qui ne consomme pas 1 watt de Viparis, qui sûrement n'est pas très content de l'idée, mais on s'en fiche. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait répliquer ce que nous, on a pensé dans la durée, avec une technologie qui soit suffisamment ouverte pour que ce soit possible. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que grâce à cette coopération, j'ai donné à Louise des idées sur ce qu'on pourrait faire en tant qu'industriel pour réemployer ces batteries de seconde vie qui aujourd'hui sont démontées pour essayer de revaloriser les accumulateurs sans avoir besoin de le faire en utilisant la batterie telle qu'elle est, la batterie de vélo, la batterie de trottinette, la batterie de scooter, et de l'utiliser dans des usages différents qui vont permettre de pouvoir l'utiliser très longtemps parce qu'on ne la fatigue pas, on ne l'emmène pas dans ses retranchements. Donc cette application extrêmement concrète qui est compétitive parce que c'est une application qui peut rapporter de l'argent tout de suite, eh bien, elle permet de franchir cette notion de TRL dont tu parlais juste avant. C'est de l'idée de faire quelque chose qui soit adapté à tous et réparable et scalable, etc. Comment est-ce qu'on en fait un produit qui soit applicable pour un industriel qui va en faire, en l'occurrence là, des armoires qu'il va pouvoir commercialiser en vendant du kilowattheure restitué. Ouais, excellent. Et donc, de cette façon-là, la collaboration entre OnTech et Mobion amène à la maturité des choses qui pouvaient rester théoriques jusque-là. Ça finit par être une espèce de collaboration tripartite où il a toujours les côtés recherche, parce que si on se pose des questions qui sont très en amont, comment je viens très rapidement détecter que la batterie a une certaine vie et comment je peux quantifier cette vie pour savoir à quel point je peux vraiment réutiliser cette batterie, combien elle vaut maintenant qu'elle a, sans avoir accès à son historique au départ. On peut se poser des questions plus en amont. Ensuite, on a OnTech qui vient apporter des outils génériques, reprogrammables, open source, donc qui peuvent être adaptés pour faire des solutions et elles peuvent être commercialisées.
et Mobion, qui a un cas concret dans lequel il a un objectif concret et qui vient du coup utiliser à la fois cet outil, mais qui peut aussi, comme c'est le cas dans des projets qui on a cités juste avant, collaborer avec les CNES pour créer du savoir en amont. Donc ça fait une espèce d'état bruit. Excellent. Merci beaucoup. Si on se remet un petit peu en hélicoptère view et que je vous demande à chacun, depuis, grâce à votre expérience, de donner un petit peu quelques conseils aux startups qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous entendront demain sur cette façon d'aborder la relation avec un grand groupe quand vous êtes une startup ou avec une startup quand vous êtes un grand groupe. Donc vraiment, en sortant de votre métier propre, quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler ? Je pense qu'on a beaucoup parlé d'écosystème. Il faut rester connecté, il faut être audacieux et se mettre à un niveau où on n'y va pas que pour se dire le grand groupe va nous apporter quelque chose. On a aussi quelque chose à apporter au grand groupe et je pense qu'en termes de posture aussi, c'est pas la même chose. Et ensuite, c'est comme Margot l'a dit, il y a des questions de momentum aussi. Donc il faut aussi comprendre le bon moment pour adresser un grand groupe et quelle valeur proposer à cette structure-là. Et nous, il y a plein de grands groupes avec qui on aurait aimé collaborer sur différents sujets et ça n'a pas été toujours le bon moment. Donc je pense que c'est aussi ça, cette pugnacité de voir où est-ce qu'on peut créer de la valeur. C'est intéressant le point que tu soulèves là, quand tu dis il y a quelques grands groupes avec lesquels on aurait aimé collaborer, ça montre qu'il y a eu aussi du test and learn. Je pense que oui. En tout cas, nous, en tant que jeune start-up, commercialement, nous, on peut s'adresser d'ailleurs à énormément de grands groupes. On a ouvert déjà plus de la moitié du CAC 40 sont dans nos clients, donc on a beaucoup de grands groupes. Mais il y a plein de grands groupes avec qui on n'a pas réussi à travailler et pour plein de bonnes raisons, soit parce qu'on n'a pas identifié la bonne personne, soit c'était pas le bon moment. Alors après, avec Siemens, c'est différent puisqu'on a un partenariat en effet commercial, mais aussi un partenariat de R&D avec l'utilisation de leurs outils. Donc ce qui a facilité aussi, je pense, le déploiement commercial de notre solution parce que on y voyait tous un intérêt. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut aussi savoir mettre de l'énergie là où on sent qu'il y a du répondant et où on peut créer de la valeur et où on a le bon interlocuteur, c'est ultra important. En effet, les grands groupes, il y a beaucoup de monde et ça reste de l'humain. Et ça, par contre, on en a parlé aussi, mais ça reste beaucoup de l'humain, alignement des planètes, alignement des valeurs. Et quand on a envie de travailler ensemble, la plupart du temps, c'est un peu plus simple quand on part sur ces bases-là. Évidemment. Pascal ? Alors à cette question, je dirais du point de vue grand groupe, l'humilité. C'est-à-dire tout grand groupe qu'on soit, bon, je donnais des chiffres tout à l'heure, ok, mais on est très attentif et vraiment ouvert à recevoir autant qu'on peut essayer de donner de la part des startups. Et autant, on pense avoir le meilleur portfolio comme d'autres, etc., autant il est loin de couvrir tous les besoins métiers qu'on peut couvrir à un moment donné. Et ça, c'est aussi notre vision d'industriel qui fait qu'on sait que le monde est fait d'hétérogénéité, etc., etc. Et donc, apprendre de ces startups. Si je donne l'exemple de notre autre Digital Experience Center dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est effectivement en région à Saclay, là, on va être au cœur de l'usine, des solutions des automates, solutions d'automatisation, la data, comment on utilise, on va parler IoT industriel, etc. Et là, effectivement, on est en plein au cœur d'écosystèmes très diversifiés d'acteurs. Et on a des exemples. Donc là, on fait appel à des startups pour compléter notre offre et enrichir la proposition de valeur qu'on peut faire à nos clients. Donc c'est vraiment cet apport avec cette humilité dont je parlais qui est très important pour nous. Et donc cette mise en visibilité de ces startups à travers ce moyen-là. Et puis après, juste un message peut-être vis-à-vis des startups, je dirais, d'oser. C'est-à-dire d'oser un partenariat fort avec des grands groupes comme nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour empiéter, dévorer, je ne sais quoi. La start-up, bien au contraire, on l'accueille et on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. Mais les meilleurs exemples de partenariat gagnant-gagnant que je peux avoir en tête, outre le nôtre évidemment, sur tout ce que tu as décrit sur l'apport RSE, etc., c'est, je pense à ACC dans les batteries, je peux passer à Insect dans le domaine de l'agroalimentaire, mise en place de Gigafactory, etc. La start-up se concentre sur son métier. Si je prends Insect, c'est la science de la biologie, la sélection des spécimens, le process, etc. Et nous, on met en place, en tant que partenaire industriel engagé, la stratégie sur les moyens de production, les automates, parfois le financement aussi de moyens industriels, ça nous est arrivé dans un certain nombre de cas.
Voilà, et plus on est dans cette relation finalement ouverte, j'ai envie de dire, de part et d'autre, et plus on a des chances d'aller très loin en fait. Excellent. Les points que tu viens de souligner, ils sont très importants puisque ça montre que finalement, au-delà de la notion de recherche, de développement et d'innovation de la start-up, elle peut finalement s'appuyer aussi sur le grand groupe pour toute une série de sujets qui vont réclamer des financements très importants et qui peuvent être de gros écueils à son développement. Hein. Donc, on a... Oui, je t'en prie. Oui, je confirme. Excellent. Donc on a comment dire, audace, on a opportunisme, on a test and learn, humilité. Virginie, qu'est-ce que tu peux nous... Je rejoins Pascal sur les messages d'humilité. Hein. C'est tout à fait vrai. Moi, j'aurais un message à passer, c'est que la technologie, c'est super important et ça fait la différenciation. Une bonne maîtrise fait la différence. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de la rendre accessible, cette technologie. Et en l'occurrence, dans le use case qu'on a fait, et on espère en avoir d'autres, on a cette chance de pouvoir avoir convaincu des collaborateurs de prod qui peuvent parler avec leurs collègues et qui peuvent prêcher la bonne parole. Et ça a été rendu possible. Pourquoi ? Parce que cette proximité, en fait, entre les data scientists et, pour ne pas le nommer, Pascal Picard sur notre site de production, c'était à distance. Et ça aurait peut-être pu être rédhibitoire à un certain moment, au démarrage de cette aventure de transformation digitale. Et pour autant, ça n'a pas du tout été le cas. Donc il y a eu cette proximité et il y a eu cette accessibilité de la technologie par rapport à tous nos collaborateurs. Ça, c'est un point fort. C'est quelque chose sur lequel je pense sincèrement qu'il faut capitaliser. Après, évidemment, j'entends tous ces messages de pouvoir identifier les bonnes personnes. Évidemment, on est des groupes, on est gros, et c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a une recette pour ça ? Alors, ce qu'on expérimente, en tout cas en Normandie, et le collectif des startups industrielles France pour en attester, c'est qu'il y a des rencontres conviviales qui sont organisées. Et donc, on attire les startups locales qui viennent, et ça génère des rencontres. Ça génère des rencontres entre les startups elles-mêmes. Elles peuvent parler de leurs difficultés. Et elles ont aussi un groupe en face d'elles avec différents profils de personnes, de production, du commerce ou autres. Et on parle en fait de sujets sur lesquels on peut travailler. Et je pense que de fil en aiguille, ce que vous avez certainement expérimenté, c'est de pouvoir trouver le sujet sur lequel vous allez pouvoir amener la valeur ajoutée qui est attendue pour le site. Nous, on cherchait vraiment. Alors, on a des technologies, on a plein de choses qu'on fait bien, mais on a eu aussi cette ouverture, cette expertise qui nous a aidés à réduire de 20% notre consommation d'air comprimé. Et on n'est qu'au début de l'histoire. Donc voilà, ce qu'on a déjà parcouru comme chemin, si je parle que du site du Vaudreuil, on est à moins 36% de consommation d'énergie. Mais là, on a ouvert tout un champ des possibles avec ce qu'on fait sur l'air comprimé. Voilà, donc les rencontres conviviales, moi j'y crois. Moi je crois beaucoup à l'aspect territorial, aux rencontres qu'on peut faire aussi, pour ne pas les citer, avec le village Baïséa, qui nous permet aussi de faire ces rencontres avec les startups. Et après les startups, voilà, oser. Ouais. On en parlait juste avant, Margot. Faut oser, faut aller au-devant, il faut savoir pousser des portes. Et des fois, c'est pas facile. Et on le sait, et je crois qu'on peut aussi le dire parfois en tant que femme, c'est pas toujours facile. Mais on arrive. On y arrive, on y parvient et on a créé un beau partenariat collaboratif. Merci beaucoup Virginie. Et merci d'avoir soulevé aussi le rôle du collectif Startup Industriel sur ces actions de terrain. Margot, peut-être ? Oui, moi je préciserai en fait... en tant que start-up, nous aussi, on est issus de la recherche. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est une spin-off du centre de recherche INRIA. Donc, notre métier, c'est d'amener l'innovation dans les usines. Qui dit innovation, comme Virginie le disait, il y a l'aspect technologique. Évidemment, si on n'a pas un différenciateur, c'est même pas la peine de créer sa boîte, je pense. Mais l'innovation ne peut pas se réduire à la technologie, mais bien à l'embarquement, le fait d'embarquer les équipes. Et donc, tout ça pour dire que tout commence par une rencontre humaine. Que ce soit au niveau des différents interlocuteurs qu'on va avoir. Donc c'est absolument fondamental de se rendre compte aussi de ça en tant que start-up, que finalement de sortir, d'oser postuler, d'oser parler de tout ce qu'on fait et ce dont on rêve. Parce qu'en fait, nous, quand on a créé, quand on a initié les discussions avec Schneider, notre produit n'était pas finalisé.
Donc en fait, voilà, il y a aussi cette idée de voilà, l'univers des possibles, le champ des possibles. Donc c'est important voilà, d'assumer cet élan et de pouvoir discuter avec eux. Et après, un autre élément important, c'est, je pense que ce que recherche un grand groupe, c'est la flexibilité que la start-up incarne en termes de voilà, comment on aborde le sujet, comment on le met en place. Donc, voilà, je pense que ça, c'est des choses dont il faut prendre conscience. Et l'autre élément, à mon avis, très important aussi, c'est que évidemment, on imagine les choses en grand. Pour autant, il faut commencer petit. Et donc, du coup, définir un petit périmètre pour tester notre solution, pour faire naître aussi cette confiance qui est absolument indispensable quand on veut bâtir une relation dans la durée. On n'est pas venu voir Schneider Electric en disant on va révolutionner votre usine, ce sont des grands experts qui font énormément de choses. Par contre, en disant sur ce petit point-là, on est sûr qu'il y a quelque chose à gagner, regardons ensemble, on fait un test sur 1, 2, 3 équipements et ensuite on déploie. Et nous, d'un point de vue technologique, on calibre notre solution pour que ce soit facilement déployable. C'est ça la clé, je pense, c'est d'envisager les choses dans la durée. Mais ça, c'est super vos témoignages parce que assez souvent, finalement, on entend de la déception de la part de startups, par exemple, qui disent oui, mais les grands groupes. Et on s'aperçoit quand on les écoute parler que finalement, ou elles n'ont pas osé, ou elles n'ont pas senti le bon momentum, ou alors elles sont arrivées avec des projets gigantesques qui posaient des vrais problèmes de confiance et de risque de la part du grand groupe, ou en tout cas pour toutes les raisons que tous les quatre vous avez énumérées et qui pourraient presque constituer le petit manuel du parfait, la parfaite collaboration. Je rajouterais la persévérance quand même. Bien entendu. Louise, est-ce qu'il y a d'autres exemples à ta connaissance? Alors, on a déjà la réponse puisque c'est le cas de Margot, mais d'autres exemples à ta connaissance au CNRS de spin-off comme ça qui vont vers le monde industriel et en particulier vers les startups? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça parce qu'il en a. Mais si, il en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les spin-offs, rien que dans le LAS, laboratoire dans lequel je suis, il y en a plusieurs qui sortent. Excellent. Dans le médical, dans la bio, dans les batteries. Et donc, dans ce cas, pour poursuivre ma question, qu'est-ce qui, selon toi, au-delà de ton cas personnel que tu connais évidemment, qu'est-ce qui, selon toi, caractérise qu'est-ce qui a fait le succès de ces spin-offs dans leur relation avec les startups? Moi, j'aime bien les mots patience. En fait, il faut être patient du fait qu'au bout d'un moment, on va trouver quelqu'un qui est aligné. Je crois qu'il y a cette notion de patience. Bien sûr, il faut sauter sur l'opportunité quand elle se présente. Mais il y a aussi cette notion de, entre guillemets, valeur. On a cette impression que les mondes du business, c'est froid, on est là pour faire du fric et c'est fini. Et en fait, il y a des valeurs derrière. Les gens, ils y croient à quelque chose quand ils travaillent. Et l'effet de trouver des valeurs sur lesquelles on s'aligne et avoir la patience de discuter, d'être à l'écoute, de se voir, ouais, non, mais finalement, ça, je les fais peur. Ok, non, on ne va pas faire ça, non, fais ça. Non, ça ne fait pas encore. Non, et avoir cette capacité d'adaptation, d'être à l'écoute, de savoir que les grands groupes, ils ont à la fois, ils ont une inertie de temps qui est énorme, mais à la fois, ils sont pressés par les temps. Donc, il y a ces aspects dans les dialogues qu'il faut être patient. Parce que normalement, c'est en bonne intelligence et en bonne foi que les choses se font. Exactement. Donc, ça se fait. Et tenir à ces valeurs. Nous, on veut... normalement, si on crée une start-up, c'est parce qu'on veut porter une certaine valeur et on les manifeste par un objet technologique. Ouais. Et et être vrai à ces valeurs. Nous, on veut faire la PNT programmée en électronique. On veut aussi que tout le monde ait accès à l'électronique. Eux, ils veulent faire la PNT programmée, que tout le monde ait accès à des scooters et des batteries. Et on a des valeurs communes. Et après, on va trouver les petits détails, comment on fait pour... Ça prend du temps. Alors justement, Christian, comment est-ce qu'on fait tout en conservant ces valeurs, quand on est une start-up et qu'on a une vocation commerciale, à dialoguer avec un grand groupe issu d'un centre de recherche et donc qui, au départ, n'a pas à moins spontanément cette vocation commerciale? Voilà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, avant de répondre à ta question, je crois que la détermination, enfin moi je fais la traduction entre les deux, c'est ça, c'est faut être patient et pas lâcher, donc il faut être déterminé. Et pour moi, en tout cas, chez Mobion, le but, dès le départ, c'était d'être compétitif. C'était d'être meilleur
en termes de prix et en termes de rapport qualité-prix que ce qui existait déjà. C'est une vraie dimension économique. Oui, il y a une vraie dimension économique. Je pense que tout entrepreneur, normalement, a cette vision-là, c'est de faire de son projet un succès. Et donc, si tu es conscient du fait qu'on n'est plus dans un monde limité, parce qu'on l'a été pendant 70 ans, on a été dans un monde avec des ressources illimitées. Là, maintenant, on n'est plus dans un monde avec des ressources illimitées. Et on a compris qu'il fallait faire autrement. Donc, si tu as mis ça comme des nouveaux paradigmes et que tu t'es donné comme direction de réussir à être compétitif tout en conservant ces valeurs-là, et là, je rejoins complètement Louis, en fait, tu peux travailler avec n'importe quel grand groupe, avec n'importe quelle autre start-up, ça va fonctionner. Parce que, en fait, on a le même objectif. Ça doit être pérenne, et pas seulement pour la nature, aussi pour l'économie de l'entreprise que tu développes, mais ça doit être pérenne aussi dans les relations humaines qui existent entre les différentes personnes qui vont coopérer. Et moi, j'aime pas trop l'idée de collaboration. Nous, on parle toujours de coopération, parce que dans la coopération, il y a la notion de confiance en plus. Oui, c'est vrai. Dans la collaboration, tu vérifies quand même. Mais là, nous, on ne vérifie pas. On se laisse. D'ailleurs, ils sont arrivés sur le stand, on leur a dit, les gars, à vous de jouer. Excellent. Et ça fonctionne. Alors, on a toujours des plans B, des plans C. On n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, on coopère. Et ça montre que la confiance marche. Je vous remercie tous les 6 pour votre témoignage. Je pense que s'il y a une petite retranscription qui est faite de ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, il y a un vrai petit manuel, comme je le disais tout à l'heure, de la collaboration entre start-up et grands groupes. Moi, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais je suis Alfadi Olori du collectif Start-up Industriel. Et notre rôle en tant que collectif est justement précisément d'aider à ce type de synergie, à permettre aux startups industrielles, puisque nous on est plutôt évidemment côté startup, de comprendre qu'il existe parfois d'autres alternatives que uniquement la recherche de fonds pour pouvoir réinventer le fil à couper le beurre, alors qu'on va trouver de l'outil de production, on va trouver de la capacité de R&D, on va trouver du développement dans des partenaires institutionnels ou industriels qui, eux, en plus, n'ont pas un sujet de ressources immédiat et donc peuvent consacrer du temps et de l'énergie, à condition, bien sûr, qu'on leur propose des projets qui soient raisonnables et qu'on incrémente au fur et à mesure et que ce développement peut se faire en parfaite synergie. Merci à tous et bon salon pour la fin de votre salon à tous.